à vous. Bonsoir. Je vous propose aujourd'hui une petite incursion dans les années 60, un petit retour en arrière grâce à deux livres qui sont parus ces derniers temps. Enfin, l'un, c'est toute dernière semaine, l'autre, il y a déjà 5 ou 6 mois à peu près. Ce ne sont pas des livres d'auteurs ou d'hommes de plume de carrière, mais ce sont plutôt ce que j'appellerais des bouquins faits par des témoins privilégiés de cette époque que sont les années 60. Alors, le premier, pour reprendre le plus récent, est celui de Dick Rivers. Dick Rivers, plus besoin de le présenter, chanteur, rocker, ex-vedette du groupe Les Chats Sauvages qui faisait fureur au début des années 60 avec Eddie Mitchell, Les Chaussettes Noires et puis Johnny Hallyday, et qui nous propose maintenant donc un livre de souvenirs intitulé Hamburger, Pambagna, Rock'n'Roll, etc. Il y a à boire et à manger, surtout à manger. Oui. Surtout à manger. Et puis, autre invité, Daniel Cohn-Bendit, qu'il n'est plus besoin non plus de présenter. C'était le leader du mouvement estudiantin à Paris en mai 68. Et il nous propose, lui, un livre de recueil d'interviews qu'il a fait ces derniers mois ou même ces dernières années à travers la planète d'hommes et de femmes qui étaient attachés aux idées libertaires ou même à la révolution dans les années 60. C'est un peu le thème « Que sont-ils devenus ?» Tout cela sous le titre « Nous l'avons tant aimé, la révolution ». Alors, ce qui m'a intéressé ou ce qui m'a même amusé en vous réunissant tous les deux, c'est que vous êtes à la fois très proches et très éloignés tous les deux. Parce que votre nom est rattaché aux années 60 d'une certaine façon. Vous étiez aussi représentatif d'une certaine jeunesse, je dirais, en révolte, ou en tout cas d'une certaine jeunesse remuante. Et puis en même temps, vous êtes très différents, en ce sens que l'un était très engagé dans la politique, et puis l'autre, finalement, pas beaucoup. Alors c'est la première question que j'aimerais vous poser. Comment est-ce que vous percevez l'un et l'autre à une vingtaine d'années de distance? Cohn-Bendit, vous par exemple, est-ce que vous écoutiez les Chats Sauvages quand vous aviez une quinzaine d'années, au début des années 60? Est-ce que ça représente encore quelque chose pour vous? Moi, j'étais très mordu de rock, mais j'ai fait un passage musical très rapide. Je suis passé de Georges Brassens directement au rock anglo-saxon. C'est-à-dire que pour moi, la musique, c'était plus d'abord les Beatles, après surtout les Rolling Stones, et avant, c'était, je m'accrochais un peu de Presley et tout ça. Mais j'avoue que j'ai repris le rock français que beaucoup plus tard. Et en fait, moi, la chose qui m'a fait prendre le rock français, c'est quand Johnny a chanté la Marseillaise en rock et que ça a vraiment touché les gens. Alors là, j'ai dit, il y a quelque chose, et je suis revenu en arrière et j'ai réécouté après Eddie Mitchell et Dick Rivers. Donc c'est un passage compliqué. Voilà, alors c'est assez compliqué, mais c'est ce qu'on va faire maintenant de façon beaucoup plus simple. Oui, Dick? On a fait à peu près le même cheminement, sauf que lui, il l'a fait différemment. C'est-à-dire que moi, je suis passé de Georges Brassens à la musique anglo-saxonne aussi, mais dans les années 50, à la fin des années 50, à Nice, près d'une base américaine qui était Villefranche-sur-Mer. Et c'est vrai que j'ai pas connu, j'ai pas apprécié du tout au départ tout ce qui était le rock'n'roll français, parce que pour moi, il était absolument impensable à cette époque-là de chanter du rock'n'roll en français. D'où le fait que je m'appelle Dick Rivers, c'est que Johnny Hallyday s'appelle Johnny Hallyday et qu'Eddie Mitchell s'appelle Eddie Mitchell, parce qu'on prenait des noms à consonance anglo-saxonne, tout simplement parce qu'il nous semblait impensable à cette époque-là de chanter du rock'n'roll autrement qu'en anglais. C'est après l'histoire que nous avons un petit peu créée, dans le début des années 60, qui a voulu que le rock'n'roll français est né. Et on l'a fait découvrir à des gens au travers de notre musique, mais en pensant à nos maîtres qui étaient Presley, Bill Haley, Jerry Lee Lewis et autres, Gene Vincent. Voilà. Et Ray Charles aussi, dont on va entendre une adaptation maintenant. C'est un vieux clip, un Scopitone, comme on les appelait à l'époque, et ça s'appelle « Est-ce que tu le sais ?» Alors, place à Dick Rivers, et les Chats Sauvages, ça date de 1962. 61. Si c'est mignon, sais-tu où se trouve sa maison? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais, dis-moi? Crois-tu que je peux l'aborder sans
risquer de me faire incendier. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dis-moi. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi j'ai reçu sa main sur le nez? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dis-moi, ouais, ouais. Bon, ben, question évidente, là, qu'est-ce que vous ressentez quand vous revoyez ces clips de 1961? Ben, je me dis que déjà à l'époque on faisait des clips, ça s'appelait pas des clips, des scopitones, et que finalement, bon, aujourd'hui on fait tous des clips à force de beaucoup d'argent, et que finalement à cette époque-là ça existait déjà. Bon, ce que j'en pense... Est-ce que ça a vieilli un peu? C'est moi, je suis pas du tout, que ça soit bien clair, hein, je suis pas du tout nostalgique. Je suis conscient de ce que j'ai représenté, sans prétention, pour une certaine époque, pour le début des années 60, parce qu'à force qu'on me le rabâche, qu'on me dise, bon ben, ah, quelle belle époque, Dick Rivers, toute ma jeunesse, etc. C'est vrai, mais moi ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui et demain. Alors, quand je vois ça, je me dis, bon, c'est presque un document, quoi. C'est quelque chose d'historique. Moi, j'entends que les erreurs. À cette époque-là, on essayait d'avoir un son qui ressemble à ceux des Américains ou des Anglais. On n'y arrivait pas. On a créé une forme de rock'n'roll qui était devenue le rock'n'roll français, Ouais, et qui n'a rien à voir avec le rock'n'roll américain. Vous dites que c'est surtout aujourd'hui qui vous intéresse, mais enfin, votre livre est quand même un livre de souvenirs essentiellement sur les Oui. années 60. Et alors, il y a une question qu'on vous pose tout le temps et que je vais quand même vous Allez-y. poser, bien que la réponse se trouve dans le livre. Les chats sauvages, là, vos copains de l'époque, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh bien, alors, il y en a un, malheureusement, qui était mon meilleur ami, le bassiste, qui est mort il y a plus de 10 ans maintenant. Il y en a un autre, le guitariste rythmique, qui est antiquaire à Nice. Et il y en a un autre qui fait je crois qu'il est plus ou moins réalisateur de dramatiques, de films dramatiques pour la télévision canadienne ou américaine, je sais pas, enfin, il est rarement en France, voilà. Bon, mais moi, c'est toujours une Et chose le qui m'a... batteur, Willie Ouais. Lewis, lui, est toujours dans le métier, puisqu'il produit des disques, il est aussi d'enregistrement, etc. Moi, c'est toujours une chose qui m'a fasciné dans les années 60. On peut prendre ça pour une petite anecdote. Mais enfin, c'est ces jeunes de 16, 17, 18 ans qu'on a pris, dont on a fait des demi-dieux. Ils étaient acclamés partout, ils avaient leurs photos dans la presse, partout. Et puis d'un jour à l'autre, tout à coup, tac, on les a laissés tomber. Et ils ont dû reprendre le chemin de l'usine ou de la grisaille. Et moi, je ne sais pas, je trouve ça quasi shakespearien. J'exagère peut-être, qu'est-ce que vous en pensez? Qui a dû reprendre le chemin de... Ah, les jeunes de... Les jeunes qu'on a peut-être, disons, exploités à ce moment-là, ou en tout cas qui n'ont pas réussi à tenir le coup. Les jeunes chanteurs. Oui. Bon, ça c'est tout le problème sûrement du spectacle dans nos sociétés. Il y en a très peu qui percent. Mais enfin, je ne sais pas s'il y en a tellement qui ont repris le chemin de l'usine, etc. Surtout que la musique des années 60, la musique américaine, et c'est ce qui a un peu manqué à la musique française, c'était quand même une musique de révolte. Et c'est ce qu'on voit un peu, le problème de la traduction de What I Say qu'on a vu là, c'est que Ray Charles exprimait tout le sentiment, le problème des Noirs aux États-Unis à l'époque, et ça c'est repris, ça colle pas très bien. Et il vous semble qu'il n'y a pas de révolte dans Si, après, la version c'est venu, des Chats sauvages? à partir du moment où c'est devenu une musique qui était vraiment la leur, c'est devenu l'expression d'une envie de révolte d'une jeunesse française à l'époque. C'est pour ça que j'ai cité Johnny Hallyday chantant la Marseillaise. Ça a créé un clash. C'était ce qui s'est passé après, 20 ans après, avec, comment il s'appelle Gainsbourg, qui a chanté la Marseillaise en reggae. En reggae. Je veux dire, ça a été exact la même problématique. Et il faut qu'une musique retrouve effectivement le sentiment et la force d'où ça se passe. C'est ce que j'explique. Je veux dire, le phénomène du rock'n'roll, enfin le phénomène du début des années 60 en France, qui était le même phénomène dans la fin des années 50 aux États-Unis, c'est avant tout un phénomène social, une sorte de cassure par rapport à des tabous familiaux, une sorte de petite révolution qui est accompagnée par une musique qui était le rock'n'roll. Mais je veux dire, tout a changé à cette époque-là. Je veux dire, la façon dont les mômes ont commencé à s'habiller, dont ils pensaient, même le côté cinématographique, je veux dire, tous. Enfin, moi, quand j'avais 12 ou 13 ans, j'allais voir des films de James Dean, de Brando, Montgomery Clift, etc. On voulait tous être ces espèces de rebelles qui étaient les Américains par rapport à une société, par rapport à des tabous familiaux. Et le rock'n'roll est arrivé comme une musique accompagnatrice de ça.
Donc vous avez le sentiment, Dick Rivers, et avec les Chats Sauvages, que d'une certaine façon, vous avez inspiré aussi la révolte qui est arrivée en Une version 68. propre française. Quand Pardon. on les voit, c'était encore... Je veux dire, le début était quand même assez propre encore. Je veux Ah dire, oui, oui. quand on voit, par exemple, quand moi je pense rock'n'roll après, quand on voit Mick Jagger plus tard, là c'était vraiment la révolte, la sexualité, quelque chose qui a profondément choqué la société. Au début, le rock français ne choquait qu'un peu par le rythme, mais c'est tout. Oh, Un peu plus, quand je sais même. pas, Il est oui, pas parce d'accord que avec moi non, Rivers. je suis pas d'accord parce que, par exemple, on nous obligeait à mettre sur scène, enfin, on nous obligeait pas, mais on nous conseillait de mettre des smokings. Si on regarde toutes les photos de cette époque-là, on nous faisait mettre, que ça soit aux chaussettes noires ou aux chats sauvages, des smokings, des nœuds papillons ou à l'idée pour faire le côté bon garçon par rapport aux Mais parents. vous le faisiez, Mick Jagger ne le faisait pas après. Oh, ils étaient quand même bien mis hein, Oh au début. non, Les Stones et les Beatles, c'est quand même quand Les on regarde Beatles, les oui, photos. les Beatles, c'était exactement la même chose. C'était la version propre. Parce qu'on était considérés comme des voyous, quelque part. Hein, par rapport à notre musique et à notre attitude, par rapport aux médias, c'était toujours pareil. Enfin, moi, j'explique que j'étais un petit con quand j'avais 15-16 ans en 61, puisque, je veux dire, moi, ce qui m'intéressait, c'était Nice Matin et Radio Monte Carlo, parce que c'était la station de radio de ma ville natale et le journal de ma ville natale. Et tout ce qui était le reste des médias, on s'en foutait, on leur accrochait au nez, on n'allait pas au rendez-vous, etc. C'est presque un miracle, quelque part, qu'on ait pu continuer et que j'ai pu continuer par la suite, parce que j'ai porté un bagage lourd de bêtises faites à cette époque-là. On s'en foutait. Vous étiez assez conservateur. Je pense par exemple au mariage. Vous dites dans votre livre, là, on se mariait jeune. Bon. Oui. Au début des Chats Sauvages, on Mais ça faisait partie de on la regardait Eddie révolution. Mitchell avec des yeux admiratifs. On pensait qu'il avait une sacrée chance d'avoir rencontré la femme de sa vie et de s'être marié à 19 ans. Et Hallyday et moi, nous nous sommes aussi mariés très jeunes, presque pour faire comme les autres. Or, on est à une encablure de mai 68 et voilà... On n'est pas une encablure de mai 68. Mai 68, pour moi, c'est le début, comment je pourrais expliquer ça? J'allais dire le début de la fin, le début de la fin d'une période de préhistoire de rock'n'roll. 68, le rock'n'roll existait déjà, c'est le début de la fin des années 60, moi je le vois comme ça, c'est-à-dire qu'il y a eu, bon, le rock'n'roll primaire, les Bill Haley, etc., dont j'ai eu la chance de connaître, après il y a eu la période française, après il y a eu l'éducation musicale au travers de groupes anglais ou américains qu'on a fait connaître par des émissions comme Salut les copains, et puis il y a eu mai 68 qui a été une explosion de choses qui arrivait un petit peu partout. Puis il y a eu Woodstock. Et voilà, bon, c'est là le rock'n'roll. Qui a été quand même la rencontre, si on veut, phénoménale d'un mouvement social et politique et de la musique. Et c'est politique, je ne sais pas, mais je veux dire social, c'est certain. C'était aussi politique puisque c'était le Vietnam. Oui, mais Pour ce les qui me frappe, c'est Américains, que vous c'était le appartenez Vietnam. vraiment à la même génération. Et puis, Cohn-Bendit, lui, quand il parle du mariage, il dit absolument tout autre chose. Il dit ceci: le mariage, autrefois, était pour moi un problème politique, et il l'est toujours, à mon avis. En tout cas, moi, je ne me suis jamais marié. Ah oui. Donc, vous aviez le même âge, vous viviez dans la même société, mais à ce moment-là, vous aviez deux visions Mais il y a eu de cette société qui étaient complètement Ce que dit Dick Rivers, différentes. c'est très vrai. Il y a eu deux périodes sur le mariage. Il y a eu les jeunes, tout d'un coup, qui voulaient se révolter, qui disaient on n'en a rien à foutre, on se marie à 15-16 ans. C'était une forme de révolte. On allait à l'école et on était mariés. Ça, c'était le début jusqu'à la moitié des années 60. Puis il y a eu la coupure avec la société des adultes, qui était mon cas, et de dire d'ailleurs, on ne veut pas se marier du tout, on veut vivre comme on veut faire l'amour comme on veut jouir comme on veut, et on n'a pas besoin de demander à qui que ce soit la permission. Et ça a été quelque chose de très important pour nous comme révolte, et c'est toujours valable pour moi aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de me marier pour avoir le sida. Ouais. Arrive mai 68, et alors là, vous n'êtes quand même pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Moi, je dois dire que j'ai assez ri en lisant le compte-rendu qu'en fait Dick Rivers. C'était une révolution qui se déroulait comme les enfants jouent à la guerre, les jeunes jouaient aux gendarmes et aux voleurs. Alors, vous êtes un peu comme De Gaulle pendant la Résistance, vous êtes surtout à Londres, hein. Vous regardez ce qui se passe. Je n'étais pas à Londres, j'étais à la fois à Londres, Ah, en bah, studio si, vous étiez à d'enregistrement,
comprendre. Oui, non, mais j'explique. Mais en même temps, je l'ai vécu. Bon, j'ai eu la chance, moi, d'habiter, à cette époque-là, j'habitais derrière une clinique ou un hôpital à Neuilly, ce qui fait que j'ai pas eu de coupure d'électricité. Donc, ce qui me permettait à mes copains de venir à pied, à cheval, en patin à roulettes, et on passait des soirées formidables. Il y avait, je veux dire, moi, honnêtement, je le dis devant Daniel, moi, j'ai souffert de cette époque-là, parce que ça a été d'abord, premièrement, pour nous, une cassure de notre... enfin, je veux dire, de ce que nous, on était en train de faire, professionnellement. Deuxièmement, c'est vrai que pour nous, quand je dis nous, je parle des gens de ma génération, ça a été le moment du début du bas. C'est-à-dire, quand on a commencé à faire les hauts et les bas, on était beaucoup plus bas à cette époque-là. Moi, il m'a fallu jusqu'au début des années 70 pour, disons, reprendre un tant soit peu ma place. Mais Ouais, pour vous nous, ça a dites même été... que je n'avais plus aucune valeur commerciale Ah oui, pour oui, ces gens-là. à partir de 68, oui, bien et sûr. puis, Et puis ma notoriété était même synonyme de ridicule à ce Oui, moment-là. oui, bien sûr. Ouais, Oui, c'était oui. terrible. C'est une époque que j'ai vraiment... J'en ai souffert, moi, personnellement. Et vous n'êtes pas allé à côté de Cohn-Bendit lancer des pavés alors? Ah non, enfin j'ai vu ça, parce que je me rappelle, j'avais raccompagné Jean-Jacques Debout, qui habitait dans le quartier latin, enfin il s'était passé des tas de choses. Et bon, quelque part, ça avait un côté... Enfin, le bon souvenir que j'en ai, moi, dans mon fauteuil, dans mon trône, parce qu'il faut dire que j'avais une position privilégiée par rapport aux jeunes qui étaient dans la rue. Je ne dis pas que ce qu'ils ont fait, etc., n'était pas bien. Au contraire, puisqu'aujourd'hui, on en est quelque part un petit peu les héritiers, comme on est héritiers, comme ils sont héritiers, comme les enfants du rock sont les héritiers des années 60, du début des années 60. Mais je veux dire, pour moi, c'était quand même des gens qui étaient les empêcheurs de tourner en rond. C'est vrai que j'en ai souffert énormément. Bon, alors, 20 ans plus tard, Daniel Cohn-Bendit, vous êtes allé à la recherche des gens qui avaient milité à vos côtés ou aux États-Unis, en Italie, aux Pays-Bas, au Brésil, pour voir ce que ces gens qui croyaient dans les mouvements libertaires et dans la Révolution sont devenus. En parenthèse, vous n'êtes pas venu en Suisse. Vous n'avez personne trouvé en Suisse qui correspondait à votre portrait robot? Dans chaque pays où je passe, non, vous n'êtes pas venu chez nous. Alors, non, mais il y avait un budget, et c'est vrai que la Suisse, c'est plus tard. Ce qui a été intéressant en Suisse, c'est Zurich. C'est la révolte à Zurich, mais ça, c'est vraiment 10 ans plus tard, 15 ans plus tard même. Donc, j'aurais pu, là, effectivement, sur les phénomènes culturels, parler de Zurich. Mais enfin... Bon, je n'ai pas parlé de beaucoup de choses aussi. Mm-hmm. Mais Dick Rivers disait tout à l'heure qu'il lui semblait que sa notoriété était devenue synonyme de ridicule. Et vous, dans ce livre, vous commencez par dire « Je sais qu'on murmure dans mon dos que je suis un has-been ». Alors, finalement... Vous vous sentiez has-been pendant mai 68 oui, non, c'est à peu près ça. Je dis qu'on me traite comme ça un peu... On aime murmurer dans mon dos que je suis un has-been. Oui, et puis après je dis, mais d'un autre côté, on regarde ce has-been avec beaucoup de sympathie, on me fait jouer un rôle que j'accepte ou que j'accepte pas, ça dure des moments, c'est-à-dire le rôle du bon. C'est comme mai 68, il y a le bon, la bête et le méchant. Moi, je suis le bon, il y a la bête, c'est le gauchisme, et les méchants, c'est après les terroristes, etc. Et moi, je suis tout le côté sympa, rigolard, d'une période qui a profondément touché tout le monde. Absolument tout le monde dans la société française aujourd'hui, car tout le monde est obligé de se démarquer, ou positivement ou négativement, par rapport à 68. D'ailleurs, ça s'est vu quand il y a eu le mouvement en 86. C'est-à-dire, même les jeunes qui ne l'ont jamais vécu se sont démarqués de 68. C'est beaucoup plus profond dans la société française que l'appel de Gaulle à Londres, par exemple, avant la guerre ou pendant la guerre. Ça c'était vraiment... ça n'est plus la résistance, ça fait plus partie c'était plus un point de référence pour la France aujourd'hui, alors que 68, effectivement, a complètement transformé la société française. Oui, vous dites d'ailleurs, nous avons inventé des formes nouvelles de vie sociale et imposé des comportements différents dans les rapports politiques. Est-ce que, et sociaux. Et sociaux. Et Dick Rivers, par exemple, il pourrait dire dans quelle mesure mai 68 a changé quelque chose dans son quotidien? C'est difficile à dire. Oui, c'est difficile. C'est évident que, comme dit Daniel, je veux dire, c'est vrai que c'est un truc dont on se rappelle. Jusqu'à quand tu portais des cravates quand tu chantais? J'ai arrêté les cravates à partir de, disons, 64-65. Oui, mais c'est vrai. Et après 68, tu aurais eu l'idée, quand est-ce que tu es revenu aux cravates, par exemple, quand tu passes à la télé? Ça dépend. Alors là, vraiment, ça c'est une question d'envie. Il y a des fois où j'ai envie de m'habiller, des fois où j'ai pas envie de m'habiller. Je sais pas, alors non, là, parce que si on regarde les télés, par exemple, ça c'est évident. Il y a un comportement, il y a même un franc-parler à la télévision
Et la coupure se fait. Bon, c'est pas 68 tout simplement, c'est une évolution, mais 68 est un point de rupture pour les médias, par exemple. Nous avons été, nous, je crois, la première génération vraiment née avec les médias, vivant des médias, mais pas pour les médias, mais étant formés par les médias. Et ça, c'est fantastique. Non, je pense que 68 a été le début d'une nouvelle forme de médias, enfin de gens qui ont maintenant, qui sont, je parle de la France là, qui sont maintenant à la tête d'organismes médiatiques, que ce soit radio, télévision. C'est vrai que ce sont quelque part des 68ards. Alors que moi, nous, on fait partie de la même génération, mais on a été actifs finalement. Notre période disons, de star system a été à des époques différentes, même si on a pratiquement le même âge et qu'on a la même culture. Voilà comment moi je le ressens. C'est-à-dire que Daniel, son explosion, ça a été 68, et ça tout le monde le sait. Moi, ça a été plutôt la fin des années 50 avec une explosion début 61. Je parle au niveau du personnage, hein, de ce qu'on représente mythologiquement, entre guillemets. Voilà ce que je voulais dire. Mais c'est vrai qu'on a vécu la même génération, et mai 68 fait partie complètement de la fin de cette époque dont je parle dans le livre. Pour moi, c'est la fin de l'époque dont je parle dans le livre. Bon, mais alors le bilan n'est pas complètement positif. Vous dites aussi, quand je réfléchis aux chances exceptionnelles offertes aux gens de ma génération et que j'évalue ce qui a été accompli, c'est un peu décourageant. C'est-à-dire qu'il y a des événements dramatiques, il y a eu des courts-circuits dramatiques, et c'est vrai que c'est décourageant parce que c'était un mouvement qui vivait de l'espoir d'un changement de société, et tout d'un coup, on voit qu'il y a eu des effondrements, il y a eu les déviations qu'on appelle de lutte armée, guérilla, terrorisme, etc. Il y a eu des suicides, donc ça décourage. Et en même temps, je dis que nous avons inventé une nouvelle forme de démocratie et que tout ce qui existe aujourd'hui de la manière dont on parle démocratie a été marqué par ces mouvements sociaux qui ont commencé en 68 et qui continuent jusqu'aujourd'hui. Si on voit, je ne parle pas seulement de la France, mais de l'Allemagne, les États-Unis, etc., il y a toujours ces mouvements sociaux et tout ceci accompagné d'une révolte culturelle qui s'exprime surtout par la musique et qui est quelque chose de très important. Et je suis sûr, par exemple, que le gouvernement français va se retrouver avec un gros problème en supprimant la CIS, par exemple, aux jeunes, et je suis sûr qu'ils vont descendre dans la rue. Parce que ça prouve, encore une fois, qu'un gouvernement ne comprend pas les besoins culturels d'une génération. On leur impose une télévision généraliste, ils n'en ont rien à foutre, ils veulent de la musique. Et je ne crois pas pourquoi on ne laisse pas ça aux jeunes. Et vous serez dans la rue avec eux, là ? Ça, c'est pas... Moi j'aime bien les manifs, donc je serai là pour voir, effectivement. Je trouve ça très bien. Mais c'est pas à moi de manifester. Moi, c'est pas ma musique, la mienne. Moi, c'est pour ça que ce que je dis. Woodstock, c'est vrai que moi, je suis un peu rétro là-dessus. Je trouve que la meilleure musique, c'est encore celle de la fin des années 60 et du début des années 70, parce que c'était une musique de révolte. Très forte de révolte, qui liait justement le social, le politique, le culturel, la sexualité. Et ça, c'était fantastique. Et quand je revois des images de Woodstock, que j'ai par exemple, parce que mon livre est parti d'une série télévisée que j'ai fait où j'ai repris des images de Woodstock, à côté de ça, même le grand concert de Bob Geldof, c'était rien. Alors justement, pour en revenir à ce livre que vous avez fait, qui contient un certain nombre d'interviews, quelle est la personne que vous avez retrouvée 15 ans ou 20 ans après qui vous a le plus marqué parmi toutes ces interviews? C'est un Brésilien, Fernando Gabeira, qui avait participé à l'enlèvement de l'ambassadeur américain au Brésil. Et du Suisse aussi. Et du Suisse après, exactement, j'allais le dire. L'ambassadeur suisse. Non, non, c'était le consul suisse et qui a fait libérer des prisonniers politiques à l'époque du Brésil. Et c'est un type fantastique parce que c'était ce qu'on appelle un terroriste. Et je l'ai revu donc 10 ans après. Et ce type, quand on le voit, on se demande, mais il n'a jamais pu avoir une arme dans les mains. C'est un type magnifique, fantastique, d'une chaleur. Qui comprend, par exemple, quand il parle de musique, lui, il a fait la liaison entre le rock et la musique brésilienne, et ça donne des choses fantastiques. Il s'est présenté aux dernières élections à Rio, et il a eu, pour les Verts, une liaison entre les Verts et les partis d'extrême gauche, fait une alliance, et ils ont eu 11%. Et je veux dire, c'est un personnage politique fantastique. Et un autre témoignage, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est celui de Hans Joachim Klein, qui est un... Oui, mais ça, c'est triste, hein, c'est le côté triste. C'est le côté triste. C'est un homme qui vit maintenant dans la clandestinité, qui a fait partie de la bande à Carlos et qui doit maintenant se défier à la fois des terroristes
Oui, et à la fois du système. c'est ça, c'est un copain qui était de Francfort et qui à un moment a viré. Il a participé à Vienne à l'enlèvement des ministres de l'OPEC. Il s'est enfui après de la guérilla. Il vit en cavale, si on veut, de la guérilla, et en déserteur de la guérilla. Et en même temps, il est recherché par la police. Il a maintenant un môme, pas une femme, il n'est pas marié, mais il vit avec une femme et il aimerait bien qu'on lui foute la paix. Et tout le monde veut sa peau, quoi. Et c'est très triste comme vie parce que même si on trouve terrible ce qu'il a fait, quand on revoit l'histoire de sa vie qui est très compliquée parce que c'est le fils d'un nazi et d'une juive qui était resté pendant la guerre en Allemagne, il s'est fait tabasser par son père pendant toute sa jeunesse, il a vécu en maison de redressement, etc. Enfin, c'est une vie horrible et personne ne veut le laisser tranquille. Bien, pour conclure, je vais vous demander de revenir alors au présent absolu, en 2 mots peut-être, de me dire comment vous vous sentez aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites. Dick Rivers, je crois que vous ne faites plus de gala. En tout cas, vous chantez, Non, vous faites plus des depuis disques, 10 mais vous ne ans. chantez plus Enfin, en je public. souhaite remonter sur scène rapidement, ça fait partie de mes projets. Ce que je fais, je fais comme tout le monde, je fais des disques qui marchent plus ou moins bien. Le dernier, je touche du bois, ça a l'air de très bien marcher. Je prépare, comme tout le monde, un nouveau disque. Je ne suis pas du tout nostalgique, moi, de cette époque-là. Hein. Que ça soit bien clair, je le redis, je l'ai dit au début de l'interview. Moi, c'est simplement un témoignage. Je me suis servi de Dick Rivers, d'une histoire réelle, pour parler d'une décennie qui est vraie, est extraordinaire, qui est partie donc du premier transistor jusqu'à mai 68, en passant juste après par le premier homme sur la Lune. J'en étais témoin, j'étais là, j'étais spectateur, mais j'étais acteur. Donc je l'ai vu d'une façon un petit peu différente. Et c'est ça que j'ai voulu expliquer pour, disons, un petit peu exorciser. C'est ce qu'on comprend voilà. très bien d'ailleurs en lisant votre C'est exactement livre. ce que j'ai voulu faire. Et Daniel Cohn-Bendit, lui, il est chez les Verts à Francfort. C'est compliqué. Moi, je suis multidimensionnel. Je suis chez les Verts, donc je suis militant politique. Je suis journaliste. Je fais un quinzomadaire à Francfort qui s'appelle Pavé Plage, traduit en allemand. Je suis journaliste, je fais des émissions pour la télévision et la radio. J'ai été commentateur sportif pour Europe 1, où j'ai fait des commentaires pendant la Coupe d'Europe, championnat d'Europe à Paris. Donc j'essaye un peu de continuer à faire de la politique et de m'amuser dans la vie. Eh bien, je vous le souhaite. Je vous souhaite aussi de retourner sur les planches bientôt, Dick Rivers. Je rappelle, pour conclure, les 2 livres dont nous avons parlé ce soir. Alors, d'une part, Nous l'avons tant aimé, la Révolution de Daniel Cohn-Bendit, paru aux éditions Barreau. Ensuite, Hamburger Pambagna, ça c'est pour le côté Nice, n'est-ce pas? C'est le rêve américain. C'est le rêve américain. Pambagna, c'est mes racines, c'est Nice. Et le rock'n'roll, je n'ai pas besoin d'expliquer. Etc. D'accord, etc. Paru donc chez Michel Carrère-Lafont. Chez Carrère-Lafont, voilà. Je profite également de signaler, puisqu'on est dans les années 60, alors un pavé qui est paru il y a déjà 2 ou 3 ans, mais c'est un livre formidable, c'est un livre monument, une encyclopédie sur les années 60, le cinéma, la mode, l'automobile, littérature, spectacle, tout y est. On a vraiment là toutes les années 60 résumées en 800 pages. Il est d'ailleurs même question des chats sauvages. Là, il y a une petite phrase, vous la connaissez là. Les chats sauvages, là on parle d'abord des chaussettes noires, on dit les chats sauvages plus farouches, à l'élégance un peu italienne et au charme pervers de petits mafiosi. C'est pas très gentil, ça, mais enfin c'est rigolo quoi. Pas faux. Pour conclure, eh bien, je vous donne rendez-vous à dimanche prochain pour la prochaine émission Livre à vous. On parlera de bande dessinée, on rendra hommage à un géant de la bande dessinée, Jacobs, qui est décédé voici quelques jours. Et nous aurons pour cela quelques fragments, enfin quelques interviews réalisées de lui il y a quelques années par la radio-télévision belge, et nous aurons également l'un de ses amis, un autre géant de la bande dessinée qui sera sur le plateau pour parler de lui, c'est-à-dire Jacques Martin, le père d'Alix, la bande dessinée qui a bercé toute notre enfance. Donc rendez-vous à dimanche prochain, merci d'être resté en notre compagnie, bonne soirée.